Docteur Meir Masri, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, bien entendu, après l'élimination dans la nuit de jeudi à vendredi de Qassem Soleimani. Et la première question que je vous pose de but en blanc, quelles peuvent être les répercussions d'une telle élimination pour Israël, on va dire, avant de passer sur ce qui se passe dans le Proche-Orient? Honnêtement, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une riposte d'une grande ampleur, tout simplement parce qu'il faut savoir que cette opération elle-même est une riposte à des attaques américaines qui se sont déroulées notamment le 31 décembre dans l'enceinte de l'ambassade américaine à Bagdad. Il s'agit donc là d'un conflit qui dure déjà depuis plusieurs semaines entre les Iraniens et les États-Unis, notamment sur le sol irakien, et ce n'est qu'un épisode de ce long. Mais c'est tout de même un épisode assez marquant parce que on peut dire que les Américains ont frappé fort cette fois-ci. C'est pas. Oui, tout à fait. Oui, mais il faut dire aussi qu'ils ont menacé auparavant que Qassem Soleimani était sur la liste des terroristes recherchés par les Américains. Alors effectivement, c'est un général haut gradé, l'un des plus décorés de la République islamique d'Iran, mais il est à la tête d'un dispositif militaire iranien dans les pays du Moyen-Orient, dans plusieurs pays du Moyen-Orient, puisque cet homme qui a été éliminé, il convient là de souligner que c'est une opération ciblée, chirurgicale, il était bien visé, ce n'est pas par erreur qu'il a été tué, son convoi a été bien entendu visé de façon tout à fait volontaire. Mais il a également contribué aux différentes offensives iraniennes sur le sol syrien. Il est également le principal architecte de la branche armée du Hezbollah libanais, qu'il a construit tout au long des années 90. D'ailleurs, Qassem Soleimani était présent au Liban durant le conflit de 2006 qui a opposé Israël à l'Iran, en fait, et non pas au Liban ou au Hezbollah libanais. Bien avant le déclenchement des offensives, M. Soleimani était déjà présent sur le territoire libanais, ce qui signifie bien que l'opération avait été préméditée, alors que l'armée libanaise n'avait pas du tout été mise au courant, que le premier ministre libanais à l'époque, Fouad Siniora, avait été informé par les médias, comme tout le monde, du déroulement des opérations, pas moins que le président de la République libanaise. Oui. Donc cet homme-là était en réalité, dans les faits, le gouverneur militaire de la République islamique d'Iran dans les territoires conquis ou sous influence iranienne dans le Moyen-Orient. Alors, là, je rebondis sur votre analyse. Et est-ce que vous pensez que sa disparition va modifier, on va dire, l'orientation, on va dire, l'implantation massive des forces iraniennes dans notre région, on va dire en particulier en Syrie, puisque c'est là qu'ils sont le plus près d'Israël et également même au Liban, vous disiez au Liban avec le Hezbollah. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement à ce niveau-là ? Oui, pour un changement, pas pour un changement radical. La République islamique d'Iran a sa politique depuis 1979, son grand projet expansionniste dans la région, mais effectivement c'est un pas de plus vers l'endiguement de ce régime, parce que tout simplement ça le dissuade, parce qu'il y a des pressions dans ces différents pays pour chasser ou réduire l'influence iranienne. Je ne vous parle même pas des protestations en Irak, mais y compris le gouvernement actuel, de plus en plus de voix se sont élevées pour que les Iraniens quittent le territoire. Vous savez, toutes ces difficultés en Irak sont nées de quoi? Sont nées de l'intégration de la grande majorité des brigades du Hajj al-Sha'bi, c'est-à-dire des unités de mobilisation populaire qui ont contribué à la défaite de Daesh, mais qui aujourd'hui n'ont plus d'utilité puisque l'Irak n'est pas un État milicien. Et donc la majorité de ces brigades, qui sont environ 300 brigades, se sont intégrées dans l'armée irakienne ou ont disparu, ont déposé les armes de façon tout à fait ordonnée, sauf certaines brigades qui sont non pas les brigades chiites, parce que la plupart des brigades sont chiites, mais les brigades chiites pro-iraniennes, et qui sont dirigées par ce Qassem Soleimani, et qui refusaient à la fois de déposer les armes et de s'intégrer au sein de l'armée iranienne. Donc le conflit en réalité que vit aujourd'hui l'Irak... De l'armée irakienne, vous vouliez dire, ou de l'armée iranienne? L'armée irakienne, absolument, c'est ça. L'armée irakienne. Donc, et puis il y a aussi des difficultés liées au fait que Qassem Soleimani, et contrairement à ce qui avait été l'accord avec le pouvoir irakien au sein des brigades
qui sont liés à l'Iran dans le Hajj, ont fait venir des gens en dehors de l'Irak. Il y a eu des militants qui ont été, des milliers de miliciens qui ont été recrutés d'ailleurs, qui sont venus du Liban, d'Afghanistan, du Pakistan, chiites bien entendu tous, et qui appuient les forces de ces brigades. Mais tout cela doit être réglé, et l'Irak n'est pas le Liban. En Irak, il y a un État beaucoup plus fort qu'au Liban, et il y a une unité nationale qui est beaucoup plus importante et affirmée qu'au Liban, et donc ce qu'ils ont réussi à faire avec le Hezbollah libanais, ils ont du mal à le faire aujourd'hui en Irak, et c'est cela en réalité le problème. Aha. Alors, la question que l'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on s'achemine, selon vous, et dites-moi si je me trompe, on ne s'achemine pas, il y aura des réactions, il y aura des ripostes de la part des Iraniens, mais pas une guerre. Les Iraniens sont suffisamment pragmatiques pour comprendre qu'ils ne sortiraient pas vainqueurs d'un conflit avec les États-Unis ? Pragmatique, mais pas seulement pragmatique, ils sont surtout faibles. Ils n'auront pas les moyens de faire face de manière frontale, disons, aux États-Unis. Alors ils vont toujours pouvoir frapper par-ci par-là, notamment dans des pays arabes, mais non pas directement contre les États-Unis. Et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a très peu de gens savent que l'Iran ne dispose pas d'une véritable armée. C'est-à-dire que l'armée régulière iranienne est une armée extrêmement faible et précaire. L'armée régulière, j'entends bien. Oui. L'Iran, par exemple, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, n'a pas d'aviation. Il n'y a pas en Iran d'aviation militaire. Les avions dont dispose l'Iran sont des avions qui datent des années 1970. C'est la flotte aérienne du Shah d'Iran, qui avait été chassé par Khomeini. Et depuis, l'Iran n'a pas d'aviation militaire. Alors, et pourquoi et comment Pourquoi pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il y a eu des sanctions internationales en la matière et que même la Russie n'a pas tellement cherché à rompre l'embargo et à soutenir l'Iran dans des efforts de cette nature. Et puis deuxièmement parce que le régime même s'est toujours méfié de son armée. C'était l'armée du Shah, les militaires étaient fidèles à la monarchie, et donc ils ont mis en place un système parallèle, un système de milices. C'est les gardiens de la Révolution. Absolument, les gardiens de la Révolution qui donc fonctionnent de façon. Ça représente quoi en tant que force militaire? Ça représente l'essentiel de l'armée iranienne, puisque tout d'abord c'est un dispositif militaire qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus important en termes d'effectifs que l'armée régulière, et deuxièmement il dépend directement du guide suprême de la Révolution iranienne, alors que l'armée dépend du président de la République. Le président de la République en Iran n'a pas beaucoup d'importance. Il vaut un premier ministre français. Et alors que le guide suprême, lui, qui est un personnage non élu, qui a hérité le pouvoir de Khomeini, lui-même non élu puisqu'il avait pris le pouvoir à l'issue d'un putsch, et donc dans le siège de la révolution iranienne, qui n'était pas islamique au départ, mais qui a été accaparé par la suite par les islamistes, et par conséquent ce guide suprême de la révolution iranienne, qui est le véritable numéro 1 du régime, qui est un dictateur, qui est donc Ali Khamenei, est le chef des gardiens de la révolution, qui est la principale milice en Iran, et dont Qassem Soleimani était l'un des chefs, des plus hauts gradés. Donc autant le dire avec la plus grande clarté, et je pèse chacun de mes mots, en Iran, il n'y a pas de république islamique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de république. Le régime islamique en place depuis 1979 n'a pas construit une république, mais une méga organisation terroriste. Il n'y a là, dans mon propos, aucune évaluation de valeur, c'est un fait. Le dispositif militaire iranien est un méga Hezbollah, et il fonctionne de la même manière que le Hezbollah. Les armements sont bien sûr beaucoup plus importants, beaucoup plus sophistiqués, mais ça veut dire que de la même nature. Vous êtes en train de nous dire que les Iraniens n'ont pas de capacité à se défendre en tant qu'État? Si, mais de manière milicienne, c'est-à-dire ils vont frapper comme le Hezbollah libanais. Alors bien sûr, puissance 10, puissance 50, c'est une question de la quantité beaucoup plus importante, mais ce n'est pas d'une nature différente. C'est-à-dire que les capacités de l'Iran ne sont pas du tout comparables aux capacités d'armée régulière. Alors on comprend mieux peut-être à travers vos propos pourquoi les Iraniens ont développé les systèmes de missiles à moyenne et longue portée. Bien sûr, c'est leur seule arme. C'est leur seule arme. Et alors justement, est-ce que vous pensez qu'après ce qui s'est passé, l'élimination de Qassem Soleimani, est-ce que vous pensez que ces missiles risquent d'être pointés
en priorité vers Israël, parce qu'on sait que Israël rassemble beaucoup plus facilement, on va dire, les populations arabo-musulmanes, ou alors vers les cibles américaines dans la région? Oui, bien sûr, mais je pense que ça fait déjà un long moment qu'on aurait pu s'attendre à des attaques de cette nature, mais Israël ne reste pas les bras croisés, les pays arabes de la région non plus. Il y a des systèmes de radar extrêmement sophistiqués, il y a des surveillances. Il y a eu la frappe d'Aramco qui était spectaculaire, Oui. puisque le principal site pétrolier saoudien a été visé. Donc c'est là un acte beaucoup plus osé et déstabilisateur sur le plan politique et économique que l'assassinat l'élimination de Qassem Soleimani. Et donc on pourrait considérer que cette opération est l'une des conséquences ou l'une des ripostes de l'attaque contre le Aramco. Et donc vous voyez, c'est un long feuilleton et cet acte s'inscrit dans son sillage. Il ne faut pas, à mon avis, s'inquiéter plus que cela. La République islamique d'Iran est appelée à se retirer à l'intérieur de ses frontières internationales. C'est une demande tout à fait légitime de la plupart des États du Moyen-Orient, mis à part l'État syrien parce qu'il est en faillite. Et encore en Syrie, vous avez des désaccords assez importants entre Iraniens et Russes. Les Iraniens sont extrêmement isolés. Et c'est là en réalité la faiblesse du régime iranien. C'est-à-dire que la faiblesse du régime iranien réside, si vous me permettez, en 3 points. Le premier, c'est que l'Iran dispose d'une armée extrêmement faible et donc s'appuie sur une milice qui fonctionne, bien sûr, qui a une capacité de nuisance extrêmement importante, mais qui n'est pas une menace existentielle pour aucun État du Moyen-Orient. La deuxième difficulté de l'Iran, c'est que le clivage sunnite-chiite s'est avéré être un obstacle majeur, d'une part à la solidarité pan-islamique de manière générale et plus particulièrement à l'extension absolue de l'hégémonie iranienne qui ne se fait aujourd'hui qu'à travers des milices, non pas parce qu'elles sont chiites mais parce qu'elles sont soutenues et financées par l'Iran. Puis enfin, le dernier élément qui rend difficile une victoire iranienne à moyen terme, c'est l'opposition internationale qui s'est avérée être solide en matière de sanctions, par exemple, y compris l'Europe qui respecte ces sanctions, une Russie qui est tout à fait compréhensive des inquiétudes de la communauté internationale, une Chine qui n'a jamais été tellement coopératrice avec ce régime. Donc l'Iran reste un État paria sur la scène internationale et bien entendu au Moyen-Orient. Sa marge de manœuvre est quand même assez limitée. Alors une dernière question, bien que vous ne soyez pas, on va dire, un expert sur les relations avec les États-Unis, mais dans le contexte actuel, c'est important de vous poser la question. Au niveau de, est-ce que cette démarche des Américains, cette attaque contre Qassem Soleimani, elle est le prélude d'un renforcement, on va dire, de l'implication des Américains au Proche-Orient, au Proche et Moyen-Orient, ou au contraire, comme le disent même certains éditorialistes ce matin dans la presse israélienne, finalement, ce n'est que un coup d'épée et que finalement, au bout du compte, Trump ne veut pas rester dans la région, y compris en Irak. Non, je ne dirais pas que c'était un présage, je dirais que c'était un signe de la présence iranienne de la présence américaine au Moyen-Orient. C'est une présence stable, continue et constante. Mais qui ne va pas augmenter. Il y a 68 bases militaires américaines au Moyen-Orient. Tous les États du Moyen-Orient, à l'exception de la Syrie et du Liban, plus ou moins, enfin en tout cas d'une partie du Liban, résistent aux États-Unis. Mais à part ça, tout le monde est allié aux États-Unis. L'Iran a 15 voisins terrestres et maritimes, des pays avec lesquels l'Iran entretient des frontières ou terrestres ou maritimes. Ces 15 États sont alliés aux Américains. Dans 14 parmi ces 15 États, il y a des bases militaires américaines, ou alors directement ou indirectement via l'OTAN, comme la Turquie, ou des accords de défense commune, par exemple, comme l'Ouzbékistan ou le Pakistan. Il y a une présence américaine dans 14 de ces 15 pays. Le seul État voisin à l'Iran dans lequel il n'y a pas une présence militaire américaine, c'est l'ironie du sort, le seul État non musulman voisin de l'Iran, à savoir la petite Arménie chrétienne. Et encore, c'est un pays aussi qui a de bonnes relations avec les Américains. Donc, je veux dire, la présence américaine au Moyen-Orient est une présence irréversible, durable. Alors oui, je veux bien que Trump puisse retirer 2000 éléments de Syrie. Et encore, il a dit, parce pour que les boys rentrent à la maison, mais ils ne sont pas rentrés à la maison, justement, ils ont été rapatriés en Irak pour la deuxième partie. La première partie a été rapatriée en Jordanie. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a aucune autre puissance dans le monde aussi présente ou présente au cours au Moyen-Orient. La Russie n'est présente que dans un seul pays du Moyen-Orient, à savoir la Syrie. Et encore, elle n'a qu'une seule base militaire à Tartous, alors que les Américains en ont 68 dans la région.
Et puis les Russes n'ont aucun porte-avions, enfin ils ont un seul porte-avions dans le monde. Les Américains en ont des dizaines. Et encore, le seul porte-avions russe étant actuellement en révision, il n'est donc pas opérationnel et il n'est pas au Moyen-Orient. Donc je pense que la seule superpuissance mondiale aujourd'hui, ce sont les États-Unis, et c'est aussi la seule puissance présente aujourd'hui au Moyen-Orient, et sa présence est très importante. Et nous le voyons à travers ces différents signes, ces différentes opérations qui témoignent de cette présence, et cette présence est active. L'élimination de Qassem Soleimani en est révélatrice. Eh bien, docteur Mirmatri, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements particulièrement importants. Merci de nous avoir expliqué un peu les tenants et les aboutissements de cette élimination de Qassem Soleimani. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Avec grand plaisir. Shavua Tov. Shavua Tov, merci.